La Patek Philippe au poignet d'Antoine Moreau indiquait 20h47 lorsqu'il sortit de son Aston Martin grise ardoise, ajustant son costume italien sur mesure. Il ignora les regards admiratifs des passants alors qu'il se dirigeait vers l'immeuble haussmannien où son empire financier occupait les 3 derniers étages, avec une vue imprenable sur la place Vendôme. À 28 ans, Antoine avait déjà accompli ce que beaucoup mettraient plusieurs vies à atteindre, une fortune en milliards, une reconnaissance dans le monde de la haute finance européenne et une vie qui semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe. En cette soirée d'automne, cependant, quelque chose allait briser sa routine méticuleusement planifiée. À quelques mètres de l'entrée monumentale du bâtiment, son regard fut attiré par une scène qui contrastait violemment avec la prospérité environnante. Une jeune femme en fauteuil roulant, avec 2 petites filles identiques à ses côtés, tenait un panneau en carton manuscrit. Le vent glacial de Paris agitait les cheveux bruns des fillettes alors qu'elles se blottissaient l'une contre l'autre, partageant une veste bien trop fine pour la température. Antoine ralentit inconsciemment ses pas. Il y avait quelque chose de fascinant dans la dignité silencieuse de cette femme. Ses yeux, d'un vert profond et las, croisèrent les siens une fraction de seconde, et Antoine sentit un picotement inconfortable dans sa nuque. Les filles, qui ne devaient pas avoir plus de 4 ans, souriaient timidement aux piétons, leurs joues rougies par le froid du soir. Leurs petites mains entrelacées transmettaient une connexion qui allait au-delà du simple acte de se tenir chaud. La femme ne mendiait pas, n'abordait personne. Elle restait simplement là, avec une posture qui laissait deviner une histoire non racontée. Le panneau dans ses mains tremblait légèrement dans la brise du soir. Aidez une mère et ses filles. Toute contribution est la bienvenue. La simplicité du message contrastait avec la complexité de la situation. Antoine observa, ses doigts trouvant instinctivement son portefeuille dans la poche intérieure de son costume. Il en sortit un billet de 50 €, une somme qui ne signifiait rien pour lui, mais qui pourrait faire une différence à ce moment-là. En s'approchant du groupe, il remarqua comment les filles se redressèrent, leurs yeux brillants d'un espoir qu'il voyait rarement dans ses interactions quotidiennes avec les cadres et les investisseurs. « Merci, monsieur. » La voix de la femme était étonnamment mélodieuse, portant une douceur qui ne correspondait pas à sa situation. « Chloé, Zoé, qu'est-ce qu'on dit ?»« Merci. » répondirent les jumelles à l'unisson, leur sourire révélant de minuscules espaces où des dents de lait étaient récemment tombées. Leurs sourires étaient authentiques, dépourvus de la malice et des arrière-pensées auxquelles Antoine était si habitué dans son monde des affaires. Un instant, il voulut en savoir plus, demander comment elles en étaient arrivées là, offrir plus d'aide, mais des années de conditionnement dans le milieu de l'entreprise le firent reculer, hocher brièvement la tête et continuer son chemin. À l'intérieur de l'ascenseur aux parois de miroir, sa propre image le dévisagea avec une expression qu'il ne reconnut pas. Le reflet montrait un homme qui avait réussi, impeccablement vêtu, mais ses yeux révélaient une nouvelle agitation, une fissure dans son armure d'autosuffisance. Toute la soirée, au milieu de réunions importantes et de décisions à plusieurs millions d'euros, Antoine se retrouva à rejouer la scène dans son esprit. Comment une si jeune femme avait-elle pu se retrouver dans cette situation? Qu'était-il arrivé au père des filles? Et pourquoi, parmi toutes les personnes qui croisaient son chemin quotidiennement à Paris, cette famille en particulier avait-elle pénétré l'indifférence qu'il avait cultivée pendant tant d'années? Dans la salle du conseil, alors qu'il discutait de l'acquisition d'une start-up prometteuse, Antoine regardait par la fenêtre panoramique l'activité des dizaines d'étages plus bas. Ses yeux cherchaient instinctivement dans la foule, cherchant ces 3 figures spécifiques parmi la mer de piétons. La présentation affichait des projections de croissance impressionnantes, mais son esprit restait bloqué sur ce moment sur le trottoir. « Monsieur Moreau, votre avis sur la proposition ?» La voix de son assistante le ramena à la réalité. « Je suis désolé. Pourriez-vous répéter la dernière partie ?» demanda-t-il en s'ajustant dans son fauteuil en cuir. Mais même en essayant de se concentrer sur les chiffres et les graphiques à l'écran, son esprit revenait sans cesse à cette rencontre. Il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme.
Ce n'était pas de la supplication ou du désespoir, comme il aurait pu s'y attendre. C'était un mélange particulier de force et de résignation, comme si elle portait un secret que le monde n'était pas prêt à entendre. Et ses petites filles, Chloé et Zoé, avec leurs sourires innocents, comment pouvaient-elles maintenir cette joie dans des circonstances aussi défavorables? La journée s'éternisa avec une lenteur inhabituelle. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque décision semblait moins importante que les questions qui le hantaient maintenant. Son empire de la finance et de l'innovation, construit avec une détermination implacable, semblait soudain vide de tout sens réel. Lorsque la nuit tomba enfin sur la ville, Antoine se retrouva à conduire plus lentement que d'habitude sur le chemin de son hôtel particulier dans le Marais. Ses yeux scrutaient les trottoirs, cherchant un fauteuil roulant et deux petites silhouettes identiques. Mais elles avaient disparu, ne laissant que des questions sans réponse résonnant dans son esprit. Dans son appartement, avec une vue panoramique sur la Seine, Antoine se servit un single malt de 50 ans d'âge. Le liquide ambré tourbillonnait dans le verre en cristal alors qu'il contemplait les lumières de la ville. Son reflet dans la fenêtre montrait un homme différent de celui qui était sorti de l'Aston Martin ce matin-là. Quelque chose avait changé, un changement subtil mais indéniable. Cette nuit-là, allongé dans son lit king size avec des draps en coton égyptien, Antoine Moreau, le prodige de la finance et milliardaire impitoyable, ne put dormir. Pour la première fois depuis longtemps, tous ses succès et ses réalisations semblaient insignifiants comparés à l'image de ces trois personnes sur le trottoir. Dans son monde de chiffres et d'algorithmes, cette rencontre fortuite avait introduit une variable qu'il ne savait pas comment traiter. Une semaine s'était écoulée depuis cette rencontre sur le trottoir, mais la routine d'Antoine Moreau n'était plus la même. Son petit déjeuner gastronomique, servi sur le balcon surplombant les toits de Paris, avait maintenant un goût différent. Entre les gorgées de café importé et les bouchées de croissants artisanaux, ses pensées dérivaient vers les trois silhouettes qu'il avait rencontrées. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer les sourires sincères des jumelles et les yeux verts fatigués de la mer. Dans son dressing, qui avait la taille d'un appartement moyen, Antoine ajustait sa cravate en soie italienne devant le miroir. Ses yeux parcoururent les rangées de costumes sur mesure, les dizaines de chaussures parfaitement alignées. Pour la première fois depuis des années, tout ce luxe lui parut excessif. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la veste fine que les petites filles étaient forcées de partager. Pendant les réunions de la journée, Antoine se surprenait à regarder par la fenêtre de son bureau, cherchant trois silhouettes familières parmi la foule en contrebas. Ses notes, habituellement précises et organisées, étaient maintenant encombrées de petits croquis de fauteuils roulants et de visages d'enfants dans les marges. Monsieur Moreau, Nathalie, son assistante, le ramena à la réalité. Le rapport trimestriel nécessite votre approbation avant la fin de la journée. Antoine hocha la tête distraitement, regardant toujours la rue en bas. Une idée se formait dans son esprit, devenant plus forte chaque heure. Il avait des ressources, des relations, du pouvoir. Pourquoi ne pas les utiliser pour en savoir plus sur cette famille? « Nathalie, appela-t-il par l'interphone, j'ai besoin que vous fassiez des recherches pour moi. Trouvez les meilleures agences d'enquête privées de la ville, les plus discrètes. » L'assistante ne montra aucune surprise. Des années de travail avec Antoine lui avaient appris à ne pas remettre en question ses demandes inhabituelles. En quelques minutes, une liste détaillée apparut dans sa messagerie. Antoine passa l'après-midi à analyser ses options. Chaque agence fut méticuleusement évaluée, son bilan vérifié, ses références contrôlées. Le même dévouement qu'il appliquait aux décisions commerciales était maintenant dirigé vers cette mission personnelle. À la fin de la journée, 3 noms se détachaient sur la liste. Antoine décrocha le téléphone et passa le premier appel. « Enquête privée Dupont », répondit une voix professionnelle. « Bonjour, ici Antoine Moreau. J'ai une affaire délicate à discuter. » La conversation fut brève et directe. Antoine expliqua la situation en termes généraux, sans révéler ses motivations personnelles. Une femme en fauteuil roulant avec des filles jumelles, lieu approximatif, heure où elle se trouvait habituellement dans ce quartier.
des informations de base pour commencer une enquête. Dans son hôtel particulier cette nuit-là, Antoine regarda les lumières de la ville, un verre de whisky à la main. Le liquide ambré resta intact tandis que son esprit s'emballait. Pourquoi faisait-il cela? Qu'espérait-il découvrir? Plus important encore, que ferait-il de l'information une fois qu'il l'aurait? Son téléphone vibra avec un message de l'inspecteur Dupont. Enquête lancée. Premier rapport dans 48 heures. Antoine posa son téléphone et se dirigea vers la fenêtre. En bas, Paris pulsait de sa vie nocturne, des millions d'histoires se déroulant simultanément. Quelque part dans cette ville, une mère en fauteuil roulant et ses filles jumelles vivaient une histoire qui, pour une raison inexplicable, s'était entremêlée à la sienne. À son bureau, il ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur portable. « Enquête personnelle », tapa-t-il dans l'entête. Un instant, ses doigts planèrent au-dessus du clavier, hésitants. Des années dans le monde des affaires lui avaient appris à être prudent, à garder une distance émotionnelle. Mais quelque chose à propos de cette famille le touchait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Le lendemain, Antoine arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Ses yeux balayèrent le trottoir où il les avait vus pour la première fois, mais l'endroit était vide. Il entra dans le bâtiment, ressentant un mélange de déception et de soulagement. Dans 48 heures, il commencerait à obtenir des réponses aux questions qui le tourmentaient. Pendant la réunion du conseil, tout en discutant des projections de croissance et des stratégies de marché, Antoine griffonnait discrètement des notes dans son carnet. À côté des graphiques et des chiffres, il écrivit des questions. Pourquoi cet endroit spécifique? Depuis combien de temps sont-elles dans cette situation? Où vivent-elles? Des commentaires sur les projections du 3e trimestre, Monsieur Moreau? Demanda l'un des directeurs. Antoine se redressa dans son fauteuil, se forçant à se concentrer sur le présent. « Veuillez poursuivre la présentation », répondit-il en rangeant son carnet. Mais son esprit était ailleurs, comptant les heures jusqu'à ce qu'il reçoive sa première mise à jour de l'enquête. Cette nuit-là, dans son hôtel particulier, Antoine créa un dossier sur son ordinateur intitulé « Projet personnel ». À l'intérieur, il commença à organiser ses propres observations de la brève rencontre. La posture digne de la mère, les sourires des filles, le panneau manuscrit. De petits détails que son esprit avait inconsciemment enregistrés. Allongé dans son lit king-size, Antoine Moreau, le milliardaire impitoyable de la finance parisienne, se sentit étrangement vulnérable. Pour la première fois depuis des années, il se lançait dans quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement contrôler, poussé par une impulsion qui défiait sa logique commerciale, froide, habituelle. La Patek Philippe sur sa table de chevet indiquait 23h47 lorsqu'il s'endormit enfin, ses rêves remplis d'images de jumelles souriantes et d'yeux verts qui semblaient voir au-delà de sa façade de succès. Antoine fixait le rapport épais sur son bureau en acajou, alors que la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres de son bureau d'entreprise. L'inspecteur Dupont venait de livrer personnellement la première compilation d'informations sur Sophie Martin et ses filles. Les pages devant lui contenaient bien plus que ce qu'il s'était attendu à trouver. Comme vous pouvez le voir, monsieur Moreau, l'histoire est assez intéressante, remarqua Dupont en désignant une photo particulière. Sur celle-ci, une Sophie plus jeune, avec des cheveux plus longs et un sourire radieux, se tenait devant l'atelier de danse de Montmartre, un studio de danse bien connu de la ville. « Était-elle professeure là-bas » demanda Antoine, ses doigts traçant inconsciemment le bord de la photographie. L'une des danseuses contemporaines les plus talentueuses de la région. Ses élèves l'adoraient. Elle organisait des spectacles de charité et participait à des compétitions nationales. Certains de ses élèves ont ensuite rejoint des compagnies professionnelles. Antoine parcourut plusieurs autres pages du rapport, tombant sur des coupures de journaux. Un titre disait « Un spectacle de charité rassemble de jeunes talents de la danse ». Sur la photo d'accompagnement, Sophie se tenait entourée de ses élèves, son visage illuminé par une passion qu'Antoine reconnut. C'était le même genre d'énergie qu'il voyait chez les entrepreneurs, qui étaient vraiment passionnés par leurs projets. L'accident s'est produit il y a 2 ans,
mentionna brièvement Dupont avant de continuer avec d'autres détails. Antoine garda son attention sur les photographies plus récentes, discrètement prises par les enquêteurs. Sur celles-ci, les jumelles jouaient près du fauteuil roulant de leur mère. Chloé, identifiée par une barrette colorée, discutait avec enthousiasme avec un vendeur de crêpes. À côté d'elle, Zoé s'agrippait à la manche du manteau de sa mère, observant la scène avec des yeux curieux et attentifs. « Les filles sont assez différentes l'une de l'autre », observa Dupont, remarquant l'intérêt d'Antoine pour les photos. Chloé est extravertie, se lie d'amitié avec tout le monde dans la rue. Elle raconte toujours des histoires, pose des questions. Zoé est plus réservée, mais très observatrice. Elle veille sur sa sœur, à sa manière silencieuse. Antoine hocha la tête, se souvenant du bref instant où il les avait vus. Maintenant, il comprenait mieux les petits détails qu'il avait remarqués, comment Chloé souriait ouvertement, tandis que Zoé n'offrait qu'un sourire timide. « Nous avons réussi à trouver quelques vidéos de l'atelier de danse », ajouta Dupont en posant une clé USB sur le bureau. « J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. » Plus tard, seul dans son bureau, Antoine brancha la clé USB sur son ordinateur. Sur l'écran, une Sophie différente prit vie. Elle bougeait avec une grâce hypnotique, son corps traduisant la musique en mouvement. Dans un autre enregistrement, elle guidait un groupe d'adolescents, sa voix débordant d'enthousiasme alors qu'elle expliquait une séquence complexe de pas. Le rapport détaillait comment Sophie était connue pour son dévouement envers ses élèves. Elle donnait des cours supplémentaires à ceux qui ne pouvaient pas se les permettre, organisait des spectacles de charité et trouvait toujours du temps pour des séances de coaching individuelles. Après l'accident, expliqua Dupont, ses frais médicaux ont épuisé toutes ses économies. L'assurance couvrait à peine les procédures essentielles. Elle a essayé de donner des cours de théorie privée à la maison pendant sa convalescence, mais sa condition physique... Antoine prit quelques notes dans son carnet relié en cuir. Des chiffres, des dates, des faits. C'était plus facile de tout traiter comme des données objectives, comme s'il s'agissait simplement d'une autre analyse commerciale. Mais quelque chose dans l'histoire échappait à la froideur des chiffres. Le rapport incluait également des informations sur la routine actuelle de la famille. Sophie réveillait les filles à 6h30 tous les jours. Chloé insistait toujours pour choisir ses propres vêtements, tandis que Zoé portait tranquillement ce que sa mère choisissait. À 7h15, elle partait pour l'école publique locale, un trajet qui prenait 40 minutes à cause des trottoirs mal adaptés, aux fauteuils roulants. Chloé parle à tout le monde en chemin, disait le rapport. Elle salue les commerçants, pose des questions aux passants, commente la météo. Zoé reste près du fauteuil roulant, gardant toujours un œil sur les obstacles sur le chemin de sa mère. Antoine se surprit à sourire en lisant comment Chloé avait convaincu un vendeur de fruits de donner à sa sœur une pomme supplémentaire, simplement parce qu'elle avait complimenté l'étalage coloré. Zoé, d'un autre côté, avait remarqué que le fauteuil roulant de sa mère avait besoin d'un ajustement et avait trouvé un mécanicien de vélo qui avait réglé le problème gratuitement. Le soleil était déjà couché quand Antoine finit d'examiner tout le matériel. Son whisky, versé des heures auparavant, restait intact sur la table. Les dernières pages du rapport contenaient des informations financières, factures impayées, dettes médicales, loyer toujours à la limite. « Y a-t-il autre chose que je devrais examiner, monsieur Moreau ?» avait demandé Dupont avant de partir. Antoine hésita. Il y avait beaucoup plus qu'il voulait savoir, mais quelque chose le retenait d'aller trop loin. Maintenir une posture professionnelle, il répondit. « Continuez à surveiller. Je veux des mises à jour hebdomadaires. » Maintenant, seul avec ses pensées, Antoine se déplaça vers la fenêtre de son bureau. En bas, la ville s'illuminait pour la nuit. Quelque part dans ce vaste paysage urbain, Sophie Martin aidait probablement ses filles à faire leurs devoirs ou leur racontait peut-être une histoire pour s'endormir. Un enregistrement de l'ancienne performance de Sophie jouait encore doucement sur son écran d'ordinateur. Ses mouvements gracieux contrastaient vivement avec son image actuelle, confinée dans un fauteuil roulant. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux qui restait inchangé, une résilience que même la tragédie ne pouvait éteindre. Antoine ferma le fichier vidéo et commença à organiser méthodiquement
tous les documents dans un dossier. Des chiffres, des faits, des histoires, tous classés avec la même efficacité qu'il utilisait dans ses affaires. Mais pour la première fois de sa carrière, il sentit que les données entre ses mains racontaient plus qu'une simple histoire de succès ou d'échec. Avant de ranger la dernière photo, son regard s'attarda à nouveau sur les jumelles. Chloé avec son large sourire et Zoé avec son regard vif. Deux facettes différentes d'une même pièce, unies par l'amour pour leur mère et par une force qu'ils commençaient à admirer, même s'ils ne pouvaient pas encore se l'admettre. L'enveloppe Kraft sur la table semblait plus lourde qu'elle ne l'était réellement. L'inspecteur Dupont venait de quitter le bureau d'Antoine, laissant derrière lui le rapport final de l'enquête. « Il y a quelque chose que vous devez voir », furent ses derniers mots, prononcés avec une gravité inhabituelle. Antoine se servit un verre d'eau, ignorant le whisky qu'il aurait habituellement choisi. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait l'enveloppe. La première page contenait des informations de base sur l'accident. Date, heure, lieu. Rien qu'il ne savait déjà. C'est à la deuxième page que son monde commença à s'effondrer. Rapport de police numéro 2023-1879. Véhicule impliqué. Range Rover, plaque d'immatriculation, AM 472-75. Propriétaire enregistré, Antoine Moreau. Note, le conducteur a quitté les lieux sans porter secours. Le verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol. Antoine sentit l'air quitter ses poumons, alors que des fragments de souvenirs longtemps refoulés commençaient à faire surface. La nuit de l'accident, un dîner avec des investisseurs, d'innombrables verres de whisky, son orgueil blessé quand quelqu'un avait suggéré qu'il ne devrait pas conduire. « Non », murmura-t-il en se passant les mains sur le visage. « Ça ne peut pas être. » Mais c'était bien ça. Les pages suivantes contenaient tous les détails que son esprit avait travaillé si dur à oublier. Il avait insisté pour conduire, ignorant les protestations de ses collègues. Le monde tournait légèrement, mais son ego refusait de lui permettre d'appeler un chauffeur. Antoine se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Son reflet dans la vitre montrait un homme qu'il reconnaissait à peine. Cette nuit fatidique, dans son état d'ébriété, il avait perdu le contrôle de la voiture. L'impact, le bruit du métal qui se tord, puis il s'est enfui. Il avait simplement redémarré la voiture et était parti, laissant derrière lui une famille en morceaux. Les images revenaient maintenant en flash douloureux. Dans le rétroviseur, il avait vu les gyrophares arriver, mais ne s'était pas arrêté. Son avocat avait tout géré le lendemain matin, gardant son nom hors des archives publiques. « Une affaire administrative », avait dit l'homme. Antoine n'avait jamais posé de questions. Il n'avait jamais voulu savoir qui il avait blessé. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-il en pressant son front contre la vitre froide. « Qu'ai-je fait ?» Ses jambes fléchirent. Antoine glissa jusqu'au sol, le dos contre le mur. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années commencèrent à couler librement. Dans son esprit, il voyait Sophie danser dans les vidéos qu'il avait regardées, son corps bougeant avec une grâce qu'il lui avait volée pour toujours. Et les filles, Chloé et Zoé, pendant qu'il dormait dans son lit luxueux cette nuit-là, elles étaient à l'hôpital, attendant des nouvelles de leur mère. Combien de nuits avaient-elles pleuré? Combien de rêves avaient été brisés à cause de sa lâcheté? La douleur dans sa poitrine était physique, comme si son cœur était écrasé par le poids de sa culpabilité. Antoine resta là, assis sur le sol de son bureau pendant des heures. Le soleil se coucha et les lumières automatiques s'allumèrent, l'illuminant dans la même position. Son téléphone sonna à plusieurs reprises, mais il ne bougea pas pour répondre. Le monde extérieur semblait distant, irréel. Quand il se leva enfin, ses jambes étaient engourdies. Il tituba jusqu'à son bureau, où les rapports gisaient toujours ouverts. Les dernières pages montraient des photos récentes de Sophie avec les filles, leur sourire courageux, sa dignité inébranlable malgré les épreuves qu'il avait causées, puis lâchement ignorées. « Comment ?» demanda-t-il à voix haute. « Comment parvient-elle à sourire après tout ce que j'ai fait ?» Son regard erra dans la pièce, se posant sur les récompenses et les reconnaissances qui décoraient les murs. Jeune entrepreneur de l'année, innovateur technologique, 40, under 40.
Des titres creux qui semblaient maintenant se moquer de lui. Tout son succès, toute sa richesse, construit sur son silence et sa lâcheté. Antoine alluma son ordinateur portable avec des doigts tremblants. Il ouvrit un nouveau document et commença à taper furieusement. Des idées, des plans, des chiffres. Un centre de soutien? Non, plusieurs centres. Des lieux qui offriraient des soins médicaux, de la rééducation, un soutien psychologique. Des espaces où des gens comme Sophie pourraient trouver une aide réelle, pas seulement une charité superficielle. Les heures passèrent alors qu'il travaillait de manière obsessionnelle sur le projet. Au lever du soleil, Antoine avait rédigé un plan complet. Il utiliserait sa fortune, ses contacts, son influence. Il créerait quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans la vie des gens. Mais ce n'était toujours pas assez. Rien ne serait jamais assez pour effacer sa lâcheté cette nuit-là. Il se dirigea vers la salle de bain de son bureau et fixa son reflet dans le miroir. L'homme qui le regardait était débraillé, les yeux rouges et les joues tachées de larmes. Il n'était plus le milliardaire impitoyable de la technologie, le prodige de la finance. Il n'était qu'un lâche face aux conséquences de ses actes. « Comment vais-je les regarder dans les yeux » demanda-t-il à son reflet. Sophie, Chloé, Zoé. Elles avaient des noms maintenant, des visages, des histoires. Elles n'étaient plus de simples victimes anonymes de son irresponsabilité. Il retourna à son bureau et prit la dernière photo du rapport. Chloé souriait largement à l'appareil photo, tandis que Zoé serrait leur mère dans ses bras. C'était une image d'amour, de force et de résilience, tout ce qu'il n'avait pas été cette nuit fatidique. Antoine ouvrit un tiroir et en sortit une bouteille de whisky qu'il y gardait. Un instant, ses doigts serrèrent fermement le verre. Puis, délibérément, il se dirigea vers la poubelle et laissa tomber la bouteille. Le bruit du verre qui se brise résonna dans la pièce comme une promesse. « Nathalie » appela-t-il son assistante par l'interphone, « annulez tous mes rendez-vous pour cette semaine et contactez notre équipe juridique. Nous avons un nouveau projet à développer. » Il regarda à nouveau par la fenêtre la ville qui s'éveillait en contrebas. Quelque part là-bas, Sophie préparait probablement ses filles pour l'école, faisant face à une autre journée de défis qu'il lui avait infligée par sa lâcheté. « Je ne peux pas changer le passé », murmura-t-il pour lui-même, « mais peut-être que je peux faire quelque chose pour l'avenir. » Et pour la première fois depuis qu'il avait ouvert cette enveloppe, Antoine Moreau ressentit quelque chose au-delà de la culpabilité écrasante. C'était un sentiment petit, fragile, mais il était là, la détermination de faire face aux conséquences de ses actes, aussi douloureux que soit le processus. En seulement 3 mois, l'ancien immeuble commercial au cœur de Paris avait été complètement transformé. Le centre social L'Aurore occupait désormais les 5 étages de la structure entièrement rénovée, sa façade moderne et accueillante se détachant dans le paysage urbain. Antoine Moreau avait consacré chaque instant de veille à la création de cet espace, supervisant personnellement chaque détail du projet. Le rez-de-chaussée abritait la réception principale et un grand espace médical avec des bureaux équipés pour diverses spécialités. Des rampes et des ascenseurs spacieux assuraient une accessibilité totale aux fauteuils roulants. Les murs, peints dans des tons de bleu et de vert doux, affichaient des peintures murales d'artistes locaux, transformant chaque couloir en une galerie vivante. « Monsieur Moreau, les derniers équipements pour la salle de kinésithérapie viennent d'arriver », l'informa Nathalie, servant maintenant de coordinatrice administrative du centre. Antoine hocha la tête, observant les techniciens installer des équipements de pointe. Au 2e étage, la garderie était déjà en pleine effervescence. Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs alors que des éducateurs formés menaient des activités amusantes et éducatives. L'espace avait été conçu pour accueillir des enfants de différents âges et besoins, afin que les parents puissent participer au programme du centre sans souci. Le 3e étage était dédié à la formation professionnelle. Des salles de classe modernes et des laboratoires informatiques offraient des cours gratuits dans divers domaines. « Nous voulons donner aux gens les outils pour reconstruire leur vie », expliqua Antoine lors d'une réunion d'équipe. « Il ne s'agit pas de charité, il s'agit d'opportunité. »
Au 4e étage, une équipe multidisciplinaire de psychologues et d'assistants sociaux offrait un soutien émotionnel et des conseils. Des salles de thérapie individuelle et des espaces de soutien de groupe étaient soigneusement aménagés pour le confort et l'intimité. Le 5e et dernier étage comprenait un grand espace polyvalent avec une bibliothèque, une salle de musique et un salon. Les fenêtres panoramiques offraient un rappel constant de la communauté plus large qu'ils visaient à servir. « Nous devons toucher plus de gens », insista Antoine lors des réunions hebdomadaires. Son équipe de sensibilisation avait développé une vaste campagne, des prospectus, des annonces dans les journaux locaux, des partenariats avec d'autres organisations d'aide sociale. Un matin particulièrement chargé, Sophie Martin tenait l'un de ces prospectus dans ses mains tremblantes. Chloé avait pris le papier coloré d'un stand dans la rue, attirée par la photo d'enfants jouant sur la couverture. « Regarde, maman !» s'exclama Chloé en montrant les photos. « Ils ont une aire de jeu comme à notre école. » Sophie examina attentivement le document. Le centre social L'Aurore offrait exactement les services dont elle et ses filles avaient désespérément besoin. Des soins médicaux spécialisés, de la kinésithérapie, une garde d'enfants pour les filles et des cours de formation professionnelle. Cela semblait trop beau pour être vrai. « Et c'est tout gratuit », murmura-t-elle pour elle-même, relisant le prospectus pour la 3e fois. Zoé, toujours alerte aux expressions de sa mère, s'approcha tranquillement. « On peut aller voir, maman ?» demanda-t-elle de sa voix douce. Sophie plia le prospectus et le mit dans son sac. Des années de lutte lui avaient appris à se méfier des offres miraculeuses. Mais les factures médicales continuaient de s'accumuler, et ses filles avaient besoin de plus que ce qu'elles pouvaient leur offrir seules. La semaine suivante, Sophie fit des recherches sur le centre. Elle parla à des travailleurs sociaux, chercha des informations en ligne. Le nom d'Antoine Moreau apparaissait dans chaque article de presse sur le projet, mais elle ne le relia pas à l'homme bien habillé qui lui avait donné de l'argent des mois auparavant. Le centre social L'Aurore offre de l'espoir aux familles en difficulté, titrait un journal local. Les photos montraient des installations modernes, un personnel professionnel, des sourires authentiques. Pourtant, Sophie hésitait. « Et s'ils ne nous acceptent pas ?» demanda-t-elle à son reflet un soir, après avoir couché les filles. « Et si ce n'est qu'une autre déception ?» Mais leurs besoins étaient urgents. Le loyer était de nouveau en retard et son fauteuil roulant avait besoin d'entretien. Chloé avait développé une toux persistante qui nécessitait une attention médicale et Zoé devenait de plus en plus silencieuse à l'école. Un jeudi matin, après avoir déposé les filles à l'école, Sophie rassembla enfin son courage. Elle manœuvra son fauteuil roulant jusqu'à l'adresse sur le prospectus, son cœur battant plus vite à chaque pâté de maison. La façade était impressionnante, mais accueillante. Des rampes lisses et des portes automatiques l'invitèrent à l'intérieur. Dans le hall, une réceptionniste l'accueillit avec un doux sourire. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Sophie prit une profonde inspiration, serrant le prospectus froissé dans ses mains. « Je suis venue chercher des informations sur vos services. »« Bien sûr. Laissez-moi vous présenter notre assistante sociale. Elle pourra vous expliquer tous les programmes que nous offrons. » Pendant qu'elle attendait, Sophie observa l'activité du centre. Elle vit des mères avec des enfants se diriger vers la garderie, des personnes âgées être accompagnées à des rendez-vous médicaux, des jeunes portant du matériel d'études sous le bras. L'environnement était propre, organisé, mais sans la froideur institutionnelle qu'elle avait redoutée. Madame Dubois, l'assistante sociale, était une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et à la voix calme. Elle conduisit Sophie dans une pièce confortable, adaptée à son fauteuil roulant. « Parlez-moi de vous et de vos besoins », invita doucement Madame Dubois, sans hâte ni jugement. Les mots vinrent avec hésitation au début, puis plus facilement. Sophie parla de ses difficultés avec les transports, de ses besoins médicaux et de son désir de travailler à nouveau. Elle mentionna les jumelles, décrivant leurs personnalités uniques, leurs rêves et leurs défis. « Nous avons des programmes qui peuvent aider dans tous ces domaines », expliqua Madame Dubois, présentant chaque service disponible.
et nous pouvons commencer par une évaluation médicale complète si vous le souhaitez. Notre équipe de kinésithérapie est excellente. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Cela semble trop parfait. « Je comprends votre hésitation, » dit Madame Dubois avec un doux sourire. « Que diriez-vous de commencer doucement? Vous pouvez amener les filles samedi, jeter un coup d'œil, voir comment vous vous sentez. » Sur le chemin du retour pour récupérer ses filles, Sophie ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Le centre offrait tout ce dont elle avait besoin, mais des années de déception lui avaient appris la prudence. « Comment s'est passée ta journée, maman ?» demanda Chloé dès qu'elle la vit à la porte de l'école. « C'était intéressant, chérie, » répondit Sophie en regardant les deux filles s'approcher. « Que diriez-vous de visiter un nouvel endroit samedi? Cet endroit du prospectus ?» Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Zoé serra simplement la main de sa mère dans une petite démonstration de soutien silencieux. « Oui, le centre L'Aurore, » confirma Sophie, surprise de sa propre décision. « On va lui donner une chance. » Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Sophie relut le prospectus une fois de plus. Les mots « espoir » et « un nouveau départ » se détachaient du texte. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose de nouveau pour sa famille. Pendant ce temps, dans son bureau au dernier étage du centre, Antoine Moreau contemplait la ville à travers les fenêtres. Il ne savait pas que Sophie avait visité ce jour-là, ni qu'elle prévoyait de revenir samedi. Mais chaque personne qui franchissait les portes du centre L'Aurore portait un peu de sa culpabilité, et chaque sourire qu'il parvenait à offrir était un petit pas vers la rédemption qu'il cherchait. « Les chiffres de la première semaine ont dépassé nos attentes », rapporta Nathalie en lui tendant un résumé. Antoine hocha seulement la tête, l'esprit ailleurs. Pour lui, le centre n'était que le début. Il avait des plans pour s'étendre, pour ouvrir d'autres sites, pour atteindre plus de gens. Pas pour la reconnaissance ou le prestige, mais par un besoin profond de transformer sa culpabilité en quelque chose de significatif. Alors que le soleil se couchait sur Paris, deux personnes admiraient le même coucher de soleil depuis des points différents de la ville. Une mère rêvant de possibilités pour ses filles et un homme accablé par un secret qu'il devrait bientôt affronter. Le samedi se leva avec une lumière différente pour Sophie Martin. Elle s'était réveillée avant son réveil, l'estomac noué par le trac, alors qu'elle préparait les filles pour leur première visite au centre social L'Aurore. Chloé ne cessait de parler de l'aire de jeu qu'elle avait vue sur le prospectus, tandis que Zoé rangeait méthodiquement dans son petit sac à dos ses crayons de couleur et son papier. « Nous y arriverons tôt », décida Sophie, vérifiant une deuxième fois qu'elle avait tous les documents nécessaires. Le trajet jusqu'au centre parut plus long ce matin-là, chaque pâté de maison chargé d'anticipation. Au même moment, Antoine Moreau était déjà dans son bureau discret au dernier étage du centre. Il avait troqué son costume habituel pour une tenue plus décontractée. Un jean, une simple chemise, pas de cravate. Pour les visiteurs du centre, il n'était qu'un autre employé administratif. Monsieur Moreau entra doucement Nathalie. La famille Martin est attendue vers 9 heures. Le cœur d'Antoine s'accéléra. Il avait mémorisé chaque détail du dossier de Sophie, mais la pensée de la voir en personne, sachant ce qu'il savait, faisait légèrement trembler ses mains. À 8h45, Sophie et les jumelles entrèrent par les portes automatiques du centre. Le hall était calme à cette heure-là, avec seulement quelques membres du personnel qui commençaient leur journée. Chloé désigna immédiatement la fresque colorée sur le mur, tandis que Zoé restait près du fauteuil roulant de sa mère, observant tout avec des yeux vifs. « Bonjour », s'approcha Madame Dubois, l'assistante sociale, avec un sourire chaleureux. « Je suis si contente que vous soyez venue. » Commençons la visite ? Depuis son point d'observation stratégique sur la mezzanine, Antoine observait la scène se dérouler. Sophie semblait plus tendue qu'il ne s'en souvenait, ses mains agrippant doucement les bras du fauteuil roulant. Les jumelles, en revanche, rayonnaient de curiosité. La visite commença au rez-de-chaussée. Madame Dubois leur montra les cabinets médicaux, expliquant les différents services disponibles. « Nous avons des kinésithérapeutes spécialisés en rééducation, » dit-elle, notant l'intérêt de Sophie. « Nous pouvons programmer une évaluation aujourd'hui, si vous le souhaitez. »
Chloé lâcha la main de sa mère pour examiner un modèle d'anatomie humaine dans l'une des salles, posant des questions qui firent sourire le personnel. Zoé, pendant ce temps, prenait soigneusement des notes dans son petit carnet. Au deuxième étage, la garderie suscita des réactions différentes de la part des jumelles. Chloé courut directement vers l'aire de jeu, tandis que Zoé observait le coin lecture avec intérêt. « Les enfants peuvent rester ici pendant que les parents participent aux activités du centre », expliqua Madame Dubois. « Nous avons des éducateurs qualifiés et un programme d'apprentissage structuré. » Antoine, qui était discrètement descendu pour se rapprocher, sentit une boule dans sa gorge en voyant Chloé rire avec d'autres enfants. Son enthousiasme lui rappelait douloureusement l'innocence qu'il avait failli détruire cette nuit tragique. La visite se poursuivit au 3e étage, où des cours de formation professionnelle étaient proposés. Sophie montra un intérêt particulier pour la salle informatique. « J'ai toujours voulu en apprendre plus sur la technologie », admit-elle timidement. « Nous avons des cours de base et avancés, » répondit Madame Dubois. « Nous fournissons tout le matériel nécessaire. » Au 4e étage, dédié au soutien psychologique, Zoé surprit tout le monde en posant une question. « Est-ce que les gens viennent ici quand ils sont tristes ?» Madame Dubois s'agenouilla pour rencontrer les yeux de la petite fille. « Oui, ma chérie, et aussi quand ils ont besoin de parler ou de comprendre leurs sentiments. » Antoine, qui suivait à distance, sentit ses yeux le brûler. La sensibilité de Zoé était stupéfiante pour une si petite enfant. Le 5e étage, avec sa bibliothèque et ses salons, fut ce que Sophie sembla le plus apprécier. À travers les fenêtres, on pouvait voir toute la ville. « C'est comme être plus près du ciel », chuchota Chloé en pressant son nez contre la vitre. « Si nous pouvons commencer par des séances de kinésithérapie 2 fois par semaine », suggéra Madame Dubois lorsqu'elles retournèrent à la réception. « Les filles peuvent rester à la garderie pendant que vous êtes à vos rendez-vous. » Sophie hésita un instant, ses mains agitées sur les roues du fauteuil roulant. « Et combien tout cela coûte-t-il » ? « Absolument rien, » sourit gentiment Madame Dubois. « Le centre L'Aurore existe pour aider les gens comme vous, Sophie. » En regardant de loin, Antoine vit les épaules de Sophie se détendre légèrement. Une seule larme coula sur son visage avant qu'elle ne l'essuie discrètement. Le lundi suivant, Sophie commença sa première séance de kinésithérapie. Les jumelles furent accueillies à la garderie à bras ouverts. Chloé devint immédiatement le centre de l'attention avec ses histoires, tandis que Zoé trouva la paix dans la petite bibliothèque pour enfants. Dans les semaines qui suivirent, Antoine maintint une veille silencieuse. Il observait de loin les progrès de Sophie en thérapie, la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'elle réussissait un nouveau mouvement. Il voyait Chloé se faire des amis avec sa personnalité extravertie et Zoé s'épanouir lentement à sa manière silencieuse. Chaque fois que les filles riaient, Antoine sentait un poignard dans son cœur. Chaque sourire de Sophie était un rappel de ce qu'il lui avait pris. Mais il y avait aussi autre chose, un faible espoir que, d'une certaine manière, le centre faisait une différence. « Les jumelles Martin sont remarquables », commenta l'un des éducateurs lors d'une réunion. « Chloé a un talent musical naturel, et Zoé, eh bien, elle lit déjà au-dessus de son niveau scolaire. » Antoine se contenta de hocher la tête, stockant chaque information comme un trésor précieux et douloureux. Dans son bureau, il gardait un dossier avec les rapports de progression de la famille, documentant chaque petite réussite méticuleusement. 1 mois après le début de la thérapie, Sophie montrait déjà des améliorations significatives. Elle se tenait plus droite, bougeait avec plus d'assurance. Les jumelles s'épanouissaient également. Chloé avait rejoint la chorale des enfants, tandis que Zoé rejoignait un petit club d'écrivains. Un après-midi particulièrement ensoleillé, Antoine était dans son bureau, observant Sophie et les filles profiter d'un pique-nique dans le jardin du centre. Chloé tournait autour de sa mère, racontant une histoire animée, tandis que Zoé dessinait tranquillement dans son carnet. Leur rire lui parvenait par la fenêtre ouverte. La scène était si domestique, si pleine de vie, qu'Antoine sentit sa poitrine se serrer. Elles étaient là, 3 personnes dont il avait changé la vie de manière irréversible, trouvant de la joie malgré tout, à cause de tout. « Monsieur Moreau » l'interrompit Nathalie, «
Les rapports mensuels sont prêts pour votre examen. » Antoine hocha la tête à contre-cœur, s'éloignant de la fenêtre. Les chiffres du rapport montraient le succès du Centre L'Aurore. Des centaines de personnes servies, des dizaines d'histoires édifiantes. Mais pour lui, tout le projet se résumait à 3 sourires dans le jardin. Ce soir-là, avant de quitter le centre, Antoine passa par la garderie vide. Sur le mur, parmi d'autres dessins, il en trouva un de Chloé, un arc-en-ciel brillant au-dessus de ce qui ressemblait au Centre L'Aurore. À côté, un texte soigneusement écrit par Zoé, un endroit où maman sourit plus. Antoine toucha légèrement le dessin, sentant le poids de ses actions et la responsabilité de sa rédemption. Le Centre L'Aurore faisait exactement ce dont il rêvait, apporter de la lumière à des vies qu'il avait contribué à assombrir. Mais la vérité planait toujours sur lui comme une ombre, un secret qui devrait finalement être révélé. Pour l'instant, il se contentait d'être une présence silencieuse, un gardien invisible, observant de loin Sophie et ses filles construire une nouvelle vie, un jour à la fois. Un mardi pluvieux amena le moment qu'Antoine redoutait et secrètement désirait. Sophie avait rendez-vous avec un spécialiste en rééducation et la garderie était exceptionnellement fermée pour maintenance. Chloé et Zoé attendaient dans la salle de réception des cabinets médicaux, partageant un livre d'histoire. Antoine passait nonchalamment dans le couloir quand il les vit. Son cœur s'accéléra et, un instant, il envisagea de continuer son chemin. Mais quelque chose dans la façon dont Zoé fronçait les sourcils devant les mots difficiles, tandis que Chloé gesticulait avec animation, expliquant l'histoire, le fit s'arrêter. « Vous aimez les livres ?» demanda-t-il doucement, s'approchant avec précaution pour ne pas les effrayer. Chloé leva immédiatement les yeux, son visage s'illuminant de son sourire caractéristique. Zoé, plus réservée, serra instinctivement le livre contre sa poitrine. « Ça parle d'une fille qui trouve une porte magique, » répondit Chloé avec enthousiasme. « Zoé m'aide avec les grands mots. » Antoine tira une chaise, maintenant une distance respectueuse. « Je peux savoir quels sont ces mots ?»« Muse » prononça doucement Zoé, surprenant tout le monde en parlant la première, et extraordinaire. Des mots très importants pour une histoire magique, remarqua Antoine, luttant contre une boule dans sa gorge. Voir les filles de près, entendre leur voix, était différent de les observer de loin. « Tu travailles ici ?» demanda Chloé en penchant la tête, curieuse. « Oui », répondit Antoine nerveusement, ajustant ses lunettes. « J'aide à faire en sorte que tout fonctionne bien au centre. »« Alors c'est toi qui as mis les tableaux sur les murs ?» continua Chloé. « J'ai adoré celui du dragon qui lit des livres dans la bibliothèque. » Antoine sourit, se rappelant l'art qu'il avait personnellement choisi. « Je pensais que les enfants aimeraient. Zoé dessine mieux, » déclara Chloé avec une fierté fraternelle. « Montre-lui, Zo. » Zoé hésita, mais finit par sortir son carnet de croquis de son petit sac à dos. Antoine admira les lignes délicates, des scènes du centre, des portraits de sa sœur et beaucoup de dessins de sa mère. « Ils sont magnifiques, » dit-il sincèrement. « La façon dont tu captures les détails, c'est vraiment bien. Maman dit que Zoé voit des choses que les autres ne remarquent pas, » expliqua Chloé en passant son bras autour des épaules de sa sœur. « Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu aimes faire le plus ?» demanda Antoine, remarquant comment la fille vibrait pratiquement d'énergie refoulée. « Raconter des histoires et chanter. J'ai rejoint la chorale, tu savais ? On va faire un concert de Noël. » Son enthousiasme était contagieux. « J'aimerais que maman puisse danser à nouveau, pour qu'elle puisse regarder. » Le sourire d'Antoine vacilla un instant. Zoé, toujours perspicace, remarqua le changement dans son expression. « Tu es triste ?» demanda-t-elle de sa voix douce. « Parfois, les grandes personnes sont tristes, en pensant à des choses de grandes personnes, » répondit Antoine, essayant de garder sa voix stable. « Mais raconte-moi plus sur le concert de Noël. » Chloé se lança dans une description détaillée, des répétitions, des chansons choisies, des costumes prévus. Zoé ajoutait occasionnellement des détails que sa sœur oubliait, les deux travaillant en tandem, parfait. « Maman pleure parfois, » dit soudainement Zoé pendant une pause dans le récit de Chloé, « quand elle pense qu'on ne regarde pas. »
Antoine sentit comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. « Que faites-vous quand ça arrive ?»« Je raconte des histoires drôles, » répondit immédiatement Chloé. « Et moi, je fais des dessins, » ajouta Zoé, jusqu'à ce qu'elle sourit à nouveau. Antoine lutta contre les larmes qui menacèrent de monter. La résilience des filles, leur dévouement envers leur mère, était à la fois inspirant et dévastateur. « Vous êtes toutes les deux très spéciales, » dit-il, sa voix légèrement rauque. « Notre maîtresse a dit qu'on est comme deux parties de la même étoile, » dit fièrement Chloé. « Différentes, mais on brille ensemble. Et votre maman, elle aime le centre ?» Zoé hocha la tête solennellement. « Elle sourit plus ici. Et les exercices l'aident, » ajouta Chloé avec enthousiasme. Hier, elle a réussi à bouger un tout petit peu ses orteils, mais elle était si heureuse. Antoine absorbait chaque mot, chaque expression. C'était si différent de lire leurs progrès dans les rapports médicaux. Il pouvait voir la joie authentique sur les visages des filles, alors qu'elles décrivaient les petites victoires de leur mère. « Parfois, j'ai peur, » confessa doucement Zoé, surprenant à la fois Antoine et Chloé. « De quoi as-tu peur, ma puce ?» demanda doucement Antoine. « Qu'un jour, on ne pourra plus venir ici, que ce sera comme avant. » Chloé serra immédiatement sa sœur dans ses bras. « Mais maintenant, c'est différent. Le centre est magique, n'est-ce pas, monsieur ?»« Jean » improvisa rapidement Antoine. « Vous pouvez m'appeler Jean, et vous n'avez pas à avoir peur. Ce centre sera toujours là pour vous. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir à tout prix. » « Monsieur Jean, » dit Chloé, son visage soudainement sérieux, « peux-tu faire plus de centres comme celui-ci, pour d'autres gens comme maman ?» La question frappa Antoine comme un coup de poing à l'estomac. « C'est exactement ce que nous prévoyons de faire, » répondit-il sincèrement. Le bruit de roues qui approche fit se tourner les trois têtes. Sophie revenait de son rendez-vous. « Je dois y aller maintenant, » dit Antoine en se levant rapidement. « C'était agréable de mieux vous connaître. »« Tu reviendras pour parler plus ?» demanda Chloé avec espoir. « Et voir mes autres dessins » ajouta timidement Zoé. Antoine hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix à ce moment-là. Il s'éclipsa rapidement, tournant un coin juste au moment où Sophie atteignait les filles. Dans son bureau, quelques minutes plus tard, Antoine laissa enfin les larmes couler. L'innocence des jumelles, leur capacité à aimer et à prendre soin face à l'adversité avait touché une corde profonde en lui. Il prit son téléphone et composa un numéro familier. « Nathalie, je veux que vous accélériez nos plans pour les nouveaux emplacements du centre, et je veux que le budget de soutien familial soit doublé. » En regardant par la fenêtre, il vit Sophie et les filles partir. Chloé bavardait probablement sur son nouvel ami, Monsieur Jean, tandis que Zoé tenait un petit parapluie au-dessus de sa mère. Antoine savait que cette conversation avait changé quelque chose de fondamental en lui. Il ne s'agissait plus seulement de culpabilité ou de rédemption. Il s'agissait de s'assurer que ses filles et de nombreux autres enfants comme elles n'auraient plus jamais à craindre ce que demain pourrait apporter. Antoine ne put dormir cette nuit-là. Les voix des jumelles résonnaient dans son esprit, chaque mot une aiguille dans sa conscience. La façon dont Chloé parlait de sa maman qui danserait à nouveau, l'aveu silencieux de Zoé sur ses peurs nocturnes, tout cela tourbillonnait dans un vortex de culpabilité qui menaçait de le consumer. Dans son hôtel particulier, il faisait les 100 pas, rejouant chaque instant de leur rencontre. Le sourire confiant de Chloé, les croquis détaillés de Zoé. Comment pouvait-il prétendre n'être que Jean, un membre ordinaire du personnel du centre, alors que ses actions avaient changé à jamais la vie de ses enfants? Sophie aussi avait du mal à dormir cette nuit-là. Quelque chose à propos de l'homme qui parlait à ses filles la troublait. Il y avait une familiarité dans son visage, un sentiment dérangeant qu'elle devrait le reconnaître. « Il était vraiment gentil, maman », avait dit Chloé avec enthousiasme sur le chemin du retour. « Il a dit qu'il allait construire plus de centres pour aider les gens. Et il a aimé mes dessins », avait ajouté doucement Zoé, un petit sourire éclairant son visage habituellement sérieux. Sophie ne pouvait pas expliquer son malaise. L'homme semblait sincèrement intéressé par ses filles, et les jumelles se sentaient clairement à l'aise avec lui.
Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse profonde, une culpabilité à peine dissimulée qui la dérangeait. Le lendemain matin, Antoine arriva au centre encore plus tôt. Ses yeux cernés et ses mains tremblantes ne passèrent pas inaperçus de Nathalie. « Monsieur Moreau, tout va bien ?» demanda-t-elle, clairement inquiète. « Juste une mauvaise nuit », répondit-il automatiquement, bien qu'il sût que c'était bien plus que cela. Le masque qu'il portait depuis si longtemps commençait à se fissurer. Pendant la réunion d'équipe du matin, Antoine pouvait à peine se concentrer. Chaque mention des programmes de rééducation lui rappelait Sophie. Toute discussion sur les activités des enfants déclenchait des images des jumelles. « Nous devons étendre le programme de soutien psychologique, » dit-il brusquement, interrompant une discussion budgétaire. « Et je veux des rapports quotidiens sur les progrès de la famille Martin. » Son obsession devenait évidente. Le personnel échangea des regards inquiets, mais personne n'osa le contester. Dans le couloir plus tard, Antoine faillit entrer en collision avec Sophie. Elle sortait de sa séance de kinésithérapie et il était trop distrait pour remarquer son approche. « Je suis désolé », marmonna-t-il, aidant à stabiliser son fauteuil roulant. Leurs yeux se croisèrent un bref instant, et Antoine sentit son cœur s'arrêter. « Vous êtes Jean, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, un léger froncement de sourcils indiquant qu'elle essayait de le situer dans sa mémoire. « Mes filles ont beaucoup parlé de vous. » Antoine ne put cocher la tête, la gorge soudainement sèche. De près, il vit les fines lignes d'inquiétude autour de ses yeux, les marques que son irresponsabilité avait laissées derrière elle. « Ce sont des enfants spéciales, » réussit-il à dire, sa voix rauque. « Elles le sont vraiment, » sourit Sophie, le même sourire qu'il avait vu dans les vidéos d'avant l'accident. « Elles m'ont tellement aidé depuis. » Elle ne termina pas la phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Antoine sentit le poids de ce silence comme une accusation. « Je dois y aller », lâcha-t-il, courant pratiquement jusqu'à son bureau. Enfermé dans sa chambre, Antoine se sentit comme s'il suffoquait. Il prit son téléphone, ses doigts planant au-dessus du numéro de son avocat. Il serait si facile de continuer à cacher la vérité, de maintenir la façade d'un bienfaiteur anonyme. « Monsieur Moreau », la voix de Nathalie à travers l'interphone le surprit. Les enfants de la chorale répètent dans la salle polyvalente. Chloé Martin a demandé si Monsieur Jean pouvait venir les voir. « Dites-lui que je suis occupé », répondit-il durement, se détestant d'avoir déçu l'enfant. Les heures s'éternisèrent. Antoine annula tous ses rendez-vous, prétextant qu'il ne se sentait pas bien. En réalité, il ne se faisait plus confiance pour rester calme. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage plein d'espoir de Chloé, le regard observateur de Zoé. Cette nuit-là, seul dans son hôtel particulier, Antoine se servit un verre d'eau. Il avait banni tout alcool de sa maison depuis qu'il avait appris la vérité. Une publicité sur la sécurité routière passa à la télévision et il changea rapidement de chaîne. Son téléphone vibra avec un message de Nathalie. Chloé a laissé un dessin pour Monsieur Jean. La photo jointe montrait une illustration colorée. 3 silhouettes se tenant la main avec ce qui semblait être un ange gardien planant au-dessus d'elle. Antoine laissa tomber le téléphone, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Quel genre d'ange gardien était-il, ayant détruit la vie de cette famille pour se cacher derrière une fausse identité? Le bruit de la pluie contre les fenêtres le transporta momentanément à cette nuit fatidique. Le crash, les phares tournoyant dans l'obscurité, sa fuite lâche. « Je dois leur dire, » murmura-t-il pour ce qui semblait être la 100e fois. « Elle mérite de connaître la vérité. » Mais chaque fois qu'il imaginait le faire, il voyait le sourire de Chloé s'évanouir, le regard accusateur de Zoé et la déception et la colère de Sophie. Comment pouvait-il détruire la confiance qu'elles avaient placée en Monsieur Jean? Dans les jours qui suivirent, Antoine devint un fantôme dans le centre. Il évitait les espaces communs, communiquant uniquement par mémos et courriels. Chaque fois qu'il entendait la voix des jumelles dans les couloirs, il se cachait dans des pièces vides jusqu'à ce qu'elles passent. Nathalie remarqua le changement dans son comportement. L'homme déterminé et concentré qui avait construit le centre L'Aurore semblait s'effondrer de l'intérieur. « Vous devriez peut-être prendre quelques jours de congé », suggéra-t-elle doucement. Antoine secoua simplement la tête.
Partir signifiait couper son seul contact, aussi indirect soit-il, avec la famille à qui il avait fait du tort. C'était à la fois sa punition et sa bouée de sauvetage. Un après-midi, il trouva un autre dessin de Zoé sur son bureau. Cette fois, il représentait Monsieur Jean, assis avec les jumelles, des livres étalés autour d'eux. La précision du détail était frappante, sa posture tendue, la façon dont il ajustait nerveusement ses lunettes, même la tristesse dans ses yeux. Cet enfant voyait trop, comprenait trop. Un jour, craignait Antoine, elle ferait le lien. Alors, son monde de mensonges s'effondrerait. Le poids du secret le rongeait, littéralement. Il avait perdu du poids, ses vêtements maintenant trop amples, des cernes sombres se creusaient sous ses yeux, et ses mains tremblaient constamment. « Combien de temps ?» demanda-t-il à son reflet un soir, fixant le miroir de la salle de bain. « Combien de temps avant que la vérité n'éclate ?» La réponse, il le savait, n'était qu'une question de temps. Les secrets ont une façon de se révéler, surtout ceux que nous portons comme des chaînes autour de notre âme. Sophie observait Jean par la fenêtre de la salle de kinésithérapie. Il était dans le jardin, écoutant attentivement Chloé bavarder, tandis que Zoé était assise, silencieusement, à côté de lui, dessinant. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait ses filles, un mélange d'affection et de culpabilité. « A-t-il toujours été comme ça ?» demanda-t-elle à Madame Dubois, qui ajustait l'équipement de thérapie. « Comment ça ?» répondit l'assistante sociale, absente. « Si investie dans les progrès des enfants, si concentrée sur ma famille en particulier. » Madame Dubois hésita un instant avant de répondre. « Monsieur, Il se soucie de tout le monde ici. » Sophie remarqua l'hésitation, le lapsus presque commis sur le nom. C'était une autre pièce du puzzle qu'elle assemblait dans son esprit. Dans le jardin, Antoine luttait pour garder son sang-froid, alors que Chloé décrivait le spectacle qu'elle préparait pour le festival des talents du centre. « Tu seras là, n'est-ce pas, monsieur Jean ?» demanda Chloé, les yeux brillants d'anticipation. « J'essaierai, » répondit-il, sachant qu'il devrait garder ses distances, mais incapable de la décevoir. Zoé leva les yeux de son carnet de croquis, étudiant son visage avec cette intensité qui le désarmait toujours. « Tu as l'air triste à nouveau. Parfois, les grandes personnes se sentent tristes à cause de choses qu'elles ont mal faites, » dit-il avant de pouvoir s'arrêter. « Comme quand j'ai cassé le vase de maman et que je ne lui ai pas dit, » demanda innocemment Chloé. Antoine sentit son cœur se serrer. Quelque chose comme ça, mais en beaucoup plus grand. « Maman dit toujours qu'il faut dire la vérité, » commenta doucement Zoé, retournant son attention sur son dessin. « Même quand c'est difficile. » Antoine se leva brusquement. « Je dois retourner au travail. » Plus tard, le même jour, Sophie était dans la bibliothèque du centre, recherchant des opportunités d'emploi, lorsqu'elle tomba sur un vieux magazine. En couverture, une photo attira son attention. Un homme, en costume élégant, acceptant un prix d'entrepreneur de l'année. Il y avait quelque chose de familier chez lui. Sophie, la voix de Jean la surprit. Elle ferma rapidement le magazine. « Désolé, je voulais parler des progrès des filles, » continua-t-il nerveusement. « Chloé se débrouille très bien dans la chorale, et Zoé, ses dessins sont incroyables. » Sophie l'étudia attentivement. La façon dont il parlait de ses filles semblait presque paternelle. Et il y avait autre chose, un sentiment d'urgence dans sa voix, comme s'il voulait en dire plus, beaucoup plus. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» demanda-t-elle sans détour. Antoine sentit le sang quitter son visage. « Je me soucie de tous les enfants ici. Mais vous avez un intérêt particulier pour mes filles. Pourquoi ? Le moment était là, la chance d'avouer tout. Antoine ouvrit la bouche, les mots prêts à sortir. « Maman !» fit irruption Chloé dans la bibliothèque, le sauvant sans le savoir. « Regarde ce que j'ai fait à la répétition de la chorale. » Le moment passa, la confession ravalée une fois de plus. Cette nuit-là, dans son appartement, Sophie chercha sur Internet plus d'informations sur le centre L'Aurore. La plupart des informations étaient vagues, ne mentionnant qu'un bienfaiteur anonyme. Mais dans un article plus ancien, elle trouva une photo de l'inauguration.
En arrière-plan, partiellement visible, c'était lui, Jean, mais portant un costume coûteux plutôt que les vêtements décontractés qu'il portait au centre. Le lendemain, elle l'observa de plus près. La façon dont il se déplaçait dans le centre n'était pas celle d'un simple employé. Les gens le traitaient avec une déférence subtile, presque inconsciemment. « Monsieur Jean » l'appela Chloé à l'heure du déjeuner. « Peux-tu t'asseoir avec nous ?» Sophie vit le conflit dans ses yeux, le désir d'accepter luttant contre quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Juste un instant, » céda-t-il, prenant place à leur table. Pendant le déjeuner, Sophie remarqua comment il connaissait les préférences de ses filles. Il savait que Chloé n'aimait pas les carottes, que Zoé voulait son sandwich coupé en triangle. « Comment en savez-vous autant sur mes filles ?» demanda-t-elle quand les filles allèrent rapporter leur plateau. J'observe. C'est mon travail d'observer tout le monde au centre, répondit-il, mais sa voix tremblait légèrement. Sophie se pencha en avant. Qui êtes-vous vraiment ? La panique traversa son visage un instant avant qu'il ne reprenne contenance. Juste quelqu'un qui veut t'aider. Plus tard, Sophie trouva Zoé lui montrant son nouveau dessin, un portrait détaillé de lui. Mais sur le dessin, il portait un costume élégant, pas les vêtements simples qu'il portait habituellement au centre. « Pourquoi l'as-tu dessiné comme ça ?» demanda Sophie à sa fille par la suite. « Parce que c'est comme ça qu'il est sur les photos du grand bureau », répondit simplement Zoé. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel grand bureau! Qu'est-ce que sa fille observatrice avait remarqué d'autre? Antoine, de son côté, perdait le contrôle de sa façade soigneusement élaborée. Chaque interaction avec les jumelles le laissait plus vulnérable, chaque regard interrogateur de Sophie le poussait plus près du bord. « Monsieur Moreau, l'avertit un jour Nathalie, les gens commencent à remarquer votre comportement erratique. »« Je n'y peux rien, » dit-il en se frottant le visage fatigué. « Elles doivent savoir la vérité. »« Mais pas comme ça, » argumenta Nathalie, « pas en vous détruisant dans le processus. » Le vendredi suivant, pendant la représentation de la chorale des enfants, Sophie remarqua comment il restait dans l'ombre, des larmes non versées brillant dans ses yeux alors que Chloé chantait. « Monsieur Jean est notre ange gardien, » déclara Chloé ce soir-là, pendant que Sophie l'abordait. « Pourquoi dis-tu ça, ma chérie ? »« Parce qu'il prend soin de nous sans qu'on le voie, » répondit l'enfant d'une voix endormie. « Comme un vrai ange. » Sophie resta éveillée pendant des heures après cela. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. L'homme bien habillé, qui lui avait donné de l'argent dans la rue des mois auparavant, le mystérieux bienfaiteur du centre, l'employé qui connaissait si bien sa famille. Dans son bureau, Antoine ne pouvait pas non plus dormir. Sur le mur, les dessins des jumelles formaient une mosaïque de sa culpabilité et de sa rédemption. Sur son bureau, le journal du jour publiait une petite note sur l'anniversaire de l'accident qui avait changé la vie de Sophie. « Demain, » décida-t-il en regardant la photo la plus récente des filles. « Demain, je leur dirai tout. » Mais il s'était fait cette promesse de nombreuses fois auparavant, et la vérité restait coincée dans sa gorge, un fardeau trop lourd à porter et impossible à révéler. Le centre L'Aurore était presque vide en ce vendredi après-midi pluvieux. La plupart du personnel et des visiteurs étaient déjà partis, laissant les couloirs silencieux et les salles désertes. Antoine était dans son bureau, les mains tremblantes alors qu'il essayait de signer des documents importants. Nathalie avait insisté pour qu'il rentre se reposer. Au cours des dernières semaines, son état s'était visiblement dégradé. Il avait perdu du poids, avait de profonds cernes sous les yeux et semblait parfois perdre le fil au milieu des conversations. « Monsieur Moreau, » essaya-t-elle à nouveau, « vous devriez vraiment... »« Je ne peux pas partir, » l'interrompit-il brusquement. « Sophie et les filles sont encore là. C'est leur dernier jour cette semaine. » De l'autre côté du centre, dans la bibliothèque du 5e étage, Sophie regardait ses filles. Chloé répétait sa chanson pour la présentation du lendemain, tandis que Zoé dessinait tranquillement. Un dossier de coupures et d'articles gisait ouvert sur la table. Des semaines de recherche sur le mystérieux monsieur Jean. « Les filles, » appela-t-elle doucement, « pouvez-vous attendre ici un instant ? Maman doit s'occuper de quelque chose d'important. » Chloé hocha la tête distraitement, plongée dans son chant. Zoé, cependant, leva les yeux de son dessin,
l'inquiétude sur son visage vif. Sophie manœuvra son fauteuil roulant à travers les couloirs maintenant familiers, son cœur battant la chamade. Après des semaines à rassembler des indices, à confronter un personnel nerveux et à fouiller Internet, elle était certaine. Jean n'était pas seulement un membre du personnel. Il était Antoine Moreau, le milliardaire fondateur du centre. Et il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne pouvait toujours pas entièrement saisir. Dans son bureau, Antoine se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie. Le bruit de roues dans le couloir fit se figer son cœur un instant. « Nous devons parler », la voix ferme de Sophie venait de derrière lui. Antoine se tourna lentement. « Sophie, je... »« Non », l'interrompit-elle. « D'abord, expliquez-moi pourquoi le milliardaire Antoine Moreau se fait passer pour un simple employé dans son propre centre. » Le sang quitta son visage. Comment? Ce n'était pas difficile de faire le lien. Ce qui est difficile, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cet intérêt particulier pour ma famille? Pourquoi cette culpabilité dans vos yeux chaque fois que vous regardez mes filles? Antoine tituba jusqu'à son fauteuil, ses jambes ne le soutenant plus. J'ai essayé de vous le dire tant de fois. De petits pas résonnèrent dans le couloir. Chloé et Zoé, inquiètes du retard de leur mère, avaient décidé de la chercher. « Qu'essayez-vous de réparer, monsieur Moreau ?» pressa Sophie, sa voix tremblant légèrement. « Quelle est la vraie raison derrière tout ça ?»« Maman ?» La voix de Chloé atteignit le seuil de la porte. « Monsieur Jean ?» Antoine leva les yeux, voyant les jumelles se tenir là. Zoé tenait un nouveau dessin dans ses mains, ses yeux capturant la tension dans la pièce. « S'il vous plaît, » chuchota-t-il, pas devant elle. Mais il était trop tard. Des années de culpabilité refoulée, des semaines de tension croissante, tout explosa à ce moment-là. « J'étais là !» cria-t-il, les larmes jaillissantes enfin. « Je conduisais cette nuit-là. J'étais ivre, j'ai perdu le contrôle. Je me suis enfui. » Le silence qui suivit fut assourdissant, absolu. Sophie sentit l'air quitter ses poumons alors que les souvenirs de cette nuit revenaient en flash douloureux. « Non, » murmura-t-elle, agrippant les bras de son fauteuil roulant. « Ça ne peut pas être !»« Maman ?» La voix de Chloé tremblait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Zoé laissa tomber son dessin, une image de Monsieur Jean souriant avec elle et Chloé dans le jardin du centre. « J'ai construit tout ça pour essayer de me racheter. » continua Antoine, ses mots se déversant comme de l'eau d'un barrage brisé. « Quand j'ai découvert qui vous étiez, je ne pouvais pas simplement. Je devais faire quelque chose. »« Vous vous êtes enfui, » chuchota Sophie, sa voix glaciale de colère. « Vous m'avez laissé là, avec mes filles ? Monsieur Jean est méchant ?» demanda Chloé, des larmes coulant sur ses joues. Zoé se contenta de s'accrocher à sa mère, son petit corps tremblant. « Je suis tellement désolé, » sanglota Antoine, tombant à genoux. « Je suis si désolé. »« Désolé ne suffit pas, » hurla Sophie, des années de douleur et de lutte éclatant dans sa voix. « Avez-vous la moindre idée de ce que nous avons traversé? De ce que mes filles ont traversé ?» Chloé éclata en sanglots bruyants, confuse et effrayée. Zoé resta silencieuse, mais ses larmes silencieuses étaient tout aussi dévastatrices. Le centre, tout ça, Sophie fit un geste autour d'elle, a été construit sur la culpabilité. Pas sur la compassion, pas sur l'amour, mais sur la culpabilité. « Je sais, » répondit Antoine, la voix brisée. « Mais c'est devenu plus que ça. En vous regardant, en apprenant à connaître les filles, c'est devenu de l'amour aussi. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, le coupa Sophie, sa voix maintenant dangereusement calme. Chloé, Zoé, on s'en va. Mais maman, la présentation de demain, commença Chloé. Il n'y aura pas de présentation, cria Sophie, regrettant instantanément en voyant ses filles se recroqueviller. Plus doucement, elle continua. Nous ne pouvons plus rester ici, mes chéris. S'il vous plaît, supplia Antoine. Ne leur enlevez pas ça. Le centre est aussi à elle. Tous ces gens, ces programmes, ils sont réels, ils sont sincères.
Comment pouvons-nous faire confiance à quoi que ce soit construit sur des mensonges ? Demanda Sophie, des larmes coulant maintenant sur son visage. Zoé s'avança vers Antoine, ses petits yeux fixés sur les siens. « As-tu fait du mal à maman ?» La question simple et directe de l'enfant fut comme un couteau dans le cœur d'Antoine. « Oui, » répondit-il à travers les sanglots, « et je ne me le pardonnerai jamais. » Chloé ramassa le dessin que Zoé avait laissé tomber, fixant l'image heureuse qui semblait maintenant appartenir à un autre monde. « Mais tu nous as aidés aussi, » dit-elle doucement. « Allons-y, les filles, » ordonna Sophie, la voix tremblante. « Nous devons rentrer à la maison. » Les jumelles jetèrent un dernier regard à Antoine avant de suivre leur mère. Sur le sol, le dessin abandonné montrait 3 silhouettes souriantes, se moquant de la scène qui venait de se dérouler. Des heures plus tard, Nathalie trouva Antoine au même endroit, toujours à genoux sur le sol, serrant le dessin de Zoé dans ses mains tremblantes. La vérité, enfin révélée, avait dévasté non seulement une famille, mais aussi l'homme qui pensait pouvoir acheter sa rédemption avec de bonnes actions. Dehors, la tempête faisait rage, comme si la nature elle-même pleurait l'innocence perdue cet après-midi-là. Sophie serra fermement les roues de son fauteuil en quittant le commissariat. Elle venait de faire quelque chose qui allait changer de nombreuses vies. Elle avait porté plainte officiellement contre Antoine Moreau. La colère et la douleur de années de souffrance avaient enfin trouvé leur voie. La nouvelle éclata le lendemain matin. Une victime porte plainte contre le fondateur milliardaire du Centre L'Aurore, un crime du passé refait surface, titraient les journaux. L'affaire, longtemps enterrée, refit surface avec toute sa force, alimentée par la propre confession d'Antoine et le témoignage détaillé de Sophie. L'entrepreneur Antoine Moreau, accusé de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite ayant laissé une mère paralysée, annonçait les chaînes d'information. En quelques heures, les journalistes avaient envahi le bâtiment du Centre L'Aurore, les caméras pointées sur chaque entrée et sortie. Sophie regardait le reportage sur sa petite télévision à la maison, les jumelles dormant d'un sommeil agité dans la chambre voisine. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes avides de plus de détails, demandant pourquoi elle avait attendu si longtemps pour se manifester, comment elle avait découvert la vérité. Elle éteignit le téléphone après le 10e appel. « Maman !» apparut Zoé dans l'embrasure de la porte, tenant son carnet de croquis serré contre sa poitrine. « Il n'y a pas de cours d'art aujourd'hui ?» Sophie sentit son cœur se serrer. « Non, ma chérie, on en a parlé, on ne peut pas retourner au centre. »« Mais pourquoi ?» demanda Chloé, les yeux gonflés de larmes. « Monsieur Jean a dit qu'il était désolé. Il n'est pas Monsieur Jean. » claqua Sophie, regrettant immédiatement en voyant la fille se recroqueviller. Plus doucement, elle continua. « Son nom est Antoine Moreau, et il nous a fait beaucoup de mal. Au Centre L'Aurore, le chaos régnait. Les employés tentaient de protéger les visiteurs des journalistes envahissants, tandis que des rumeurs de fermeture circulaient. Nathalie gérait la crise du mieux qu'elle pouvait, mais sans Antoine, qui s'était isolé dans son hôtel particulier depuis la plainte, la situation semblait sombre. « Monsieur Moreau, dit-elle au téléphone, nous avons besoin de vous ici. Les gens ont peur et sont confus. Comment va Sophie ? Demanda-t-il, la seule réponse qu'il put formuler. Comment vont les filles ? Elles ne sont pas revenues depuis ce jour-là. Et maintenant, avec la plainte au commissariat. L'inspecteur Johnson mena l'enquête avec une vigueur renouvelée. Les preuves étaient maintenant claires, la confession d'Antoine, les dossiers cachés, les tentatives de dissimulation, tout cela étayé par le témoignage de Sophie. « Monsieur Moreau, dit gravement l'inspecteur lors de l'interrogatoire officiel d'Antoine suite à la plainte de Sophie, comprenez-vous la gravité de ces accusations ? Conduite sous l'influence, causant un accident grave et fuyant les lieux sont des crimes sévères. » Antoine hocha seulement la tête, son avocat à ses côtés essayant de gérer les retombées. Mais il ne voulait plus se cacher derrière des technicités juridiques. « Je veux assumer l'entière responsabilité, » déclara-t-il, ignorant les protestations de son avocat. « Madame Martin a raison de porter plainte. À la maison, Sophie luttait pour maintenir une normalité pour ses filles. Mais comment expliquer à un enfant que son héros était en fait la personne responsable de la tragédie de sa famille ?
Zoé n'arrête pas de le dessiner, confia Chloé un soir pendant que Sophie la bordait. Mais maintenant, tous ses dessins sont tristes. Plus tard, Sophie trouva des dizaines de croquis de Zoé. Jean, Antoine, toujours avec des larmes aux yeux, toujours seul, toujours dans des tons de gris et de bleu foncé. L'un représentait la scène au commissariat telle que Zoé l'imaginait, montrant Sophie forte et résolue dans son fauteuil roulant, confrontant l'homme qui avait détruit leur vie. La frénésie médiatique ne montrait aucune pitié. Chaque jour apportait de nouvelles révélations sur l'accident, détaillées dans la plainte de Sophie. Comment il avait été couvert, combien d'argent avait été dépensé pour faire taire les témoins, comment le centre L'Aurore était né de la culpabilité d'un homme riche. « Mais qu'en est-il des gens que le centre aide ?» demanda Chloé pendant le dîner, surprenant Sophie par sa perspicacité. « Doivent-ils souffrir maintenant à cause de ce qu'il a fait ?» C'était une question qui en hantait beaucoup. Le centre L'Aurore était devenu un phare d'espoir pour des centaines de familles. Son origine entachée et la plainte de Sophie contre son fondateur condamnaient-elles tout le bien qu'il faisait? Depuis son hôtel particulier, Antoine regardait tout s'effondrer. Des bouteilles d'eau s'empilaient à côté des rapports juridiques et des titres de journaux sur la plainte de Sophie. Il n'avait pas touché à l'alcool depuis sa confession, une dernière tentative pour prouver qu'il avait changé. « Les jumelles n'arrêtent pas de demander après vous », dit Nathalie lors d'une de ses visites. Chloé a abandonné la représentation de la chorale. Zoé ne dessine plus rien de coloré. Chaque mot était un coup de poignard dans son cœur. Antoine prit l'un des anciens dessins de Zoé, lui lisant des histoires aux filles dans le jardin. C'était comme un souvenir d'une autre vie, avant que la vérité n'éclate par la plainte de Sophie. À l'école, les jumelles menaient leur propre bataille. Certains parents, en découvrant leur lien avec l'affaire très médiatisée, éloignaient leurs enfants d'elles. Chloé, habituellement si bavarde, était devenue silencieuse. Zoé parlait à peine. « Je veux retourner à la chorale », pleura Chloé une nuit. « Je veux montrer à Monsieur Jean que j'ai appris toute la chanson. Je veux lui montrer mon nouveau dessin », chuchota Zoé, serrant son carnet de croquis. Sophie se sentit déchirée entre la certitude que porter plainte contre Antoine était juste et la douleur de voir ses filles souffrir. Le centre était devenu plus qu'un lieu de thérapie. C'était une deuxième maison, une communauté, une promesse d'un avenir meilleur. Un après-midi, une enveloppe arriva. À l'intérieur, une lettre d'Antoine et un document juridique transférant la propriété du centre L'Aurore à une fondation indépendante. « Je comprends votre décision de porter plainte », disait la lettre. « C'est votre droit, et je mérite les conséquences. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux m'assurer que le centre continue d'aider les gens, quoi qu'il m'arrive. Ces portes vous seront toujours ouvertes, même si je ne pourrai plus jamais y être. » Au tribunal, quelques jours plus tard, Antoine plaida coupable à toutes les accusations portées par Sophie. Le juge, considérant son travail avec le centre L'Aurore et sa confession volontaire, le condamna à des travaux d'intérêt général et à un règlement substantiel pour la famille Martin. « L'argent ne réparera rien, dit Sophie à son avocat, mais la justice devait être rendue. Et cela peut assurer un meilleur avenir pour les filles. La tempête médiatique autour de la plainte finit par s'apaiser, laissant des vies changées à jamais. Le centre L'Aurore, désormais sous une nouvelle direction, poursuivit son travail, bien que les rires des jumelles ne résonnassent plus dans ses couloirs. Dans son carnet de croquis, Zoé dessina un dernier portrait. Sa mère, forte au commissariat, déposant la plainte qui changerait leur vie, avec Zoé et Chloé à ses côtés, petite mais résiliente. Dans le coin se tenait une silhouette solitaire, Antoine, regardant de loin, le regret et l'acceptation gravés sur son visage, soigneusement dessinés. En dessous de son écriture enfantine, elle écrivit « Parfois, la vérité fait mal, mais les mensonges font plus mal encore. » La salle d'audience était comble ce matin-là. Dehors, des manifestants brandissaient des pancartes aux messages contradictoires, certains exigeant une justice sévère pour Antoine Moreau, d'autres défendant la poursuite de l'existence du centre L'Aurore. Sophie regarda par la fenêtre de la voiture pendant que son frère l'aidait avec le fauteuil roulant. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?»
demanda-t-il, remarquant sa tension. Sophie hocha la tête, les yeux fixés sur les marches du palais de justice. Les jumelles étaient avec leur tante, à l'abri du cirque médiatique que leur cas était devenu. Chloé avait supplié de venir, mais Sophie ne voulait pas que ses filles soient témoins de cela. À l'intérieur de la salle d'audience, Antoine Moreau était assis à côté de ses avocats, semblant avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Sophie lorsqu'elle entra, avant de tomber sur ses mains jointes. « L'État appelle Sophie Martin à la barre », annonça le procureur. Sophie manœuvra son fauteuil jusqu'à la barre des témoins, sentant le poids de centaines de regards sur elle. Parmi les spectateurs, elle reconnut des visages du centre L'Aurore, des parents de la garderie, des patients de kinésithérapie, des étudiants des cours de formation professionnelle. « Madame Martin, commença le procureur, pouvez-vous nous parler de la nuit de l'accident ?» Sophie ferma les yeux un instant, les souvenirs de cette nuit revenant avec une clarté douloureuse. « Je rentrais chez moi après un spectacle de danse. Les filles, alors âgées de 2 ans, étaient avec la baby-sitter. Sa voix resta stable alors qu'elle décrivait l'impact, la peur, la douleur, comment elle avait crié à l'aide, n'entendant que le bruit d'une voiture qui s'éloignait à toute vitesse. Et comment avez-vous découvert que M. Moreau était responsable ?» Sophie regarda directement Antoine. Il l'a avoué lui-même, après des mois à s'approcher de ma famille sous une fausse identité au centre L'Aurore. Un murmure parcourut la salle d'audience. L'avocat de la défense se leva pour commencer le contre-interrogatoire. « Madame Martin, comment le centre L'Aurore a-t-il impacté votre vie et celle de vos filles ?» Sophie hésita. C'était la partie la plus difficile, reconnaître le bien qui avait émergé de quelque chose de si terrible. « Le centre a changé nos vies, » admit-elle finalement. « Il a fourni un traitement médical que je ne pouvais pas me permettre. Une éducation pour mes filles, une communauté de soutien. Et M. Moreau, même sous une fausse identité, n'a-t-il pas montré un remords sincère et un désir d'aider ?»« Objection !» cria le procureur. « Le témoin est influencé. »« Maintenu !» répondit le juge. « Reformulez votre question. » Mais Sophie avait déjà répondu. « Oui, il a montré du remords. Oui, le centre a aidé beaucoup de gens. Mais cela n'efface pas ce qu'il a fait, s'enfuir, se cacher, mentir pendant des années. » Dans la salle d'attente du palais de justice, Nathalie montra à Chloé et Zoé, par appel vidéo, comment le centre L'Aurore fonctionnait toujours. « La chorale te manque, Chloé, » dit-elle doucement. « Et Zoé, ton professeur d'art a gardé tes fournitures, comme tu les as laissées. » Les filles regardaient en l'écran, les yeux pleins de larmes. « Maman a dit que monsieur Moreau a fait quelque chose de très mal, » commenta Chloé. « Mais il a aussi fait de bonnes choses, n'est-ce pas, Nathalie ?» Zoé, silencieuse comme toujours, montra son nouveau dessin. La salle d'audience coupée en deux, la lumière d'un côté, l'obscurité de l'autre, avec les 2 mondes qui s'entrechoquaient au milieu. De retour dans la salle d'audience, des experts témoignèrent de l'impact du centre L'Aurore sur la communauté. Des statistiques impressionnantes furent présentées, des centaines de vies transformées, des dizaines de programmes sociaux, des millions investis dans une assistance gratuite. L'accusé a peut-être agi par culpabilité au départ, argumenta la défense, mais il a transformé cette culpabilité en quelque chose d'extraordinairement positif pour la société. Le procureur répliqua « Les bonnes actions ultérieures n'absolvent pas les crimes passés. Monsieur Moreau s'est soustrait à ses responsabilités, laissant une famille en ruine, et n'a agi que lorsque sa culpabilité l'a submergé. » Antoine écouta tout en silence. Quand ce fut son tour de témoigner, sa voix était rauque d'émotion. « Je ne suis pas ici pour demander pardon, » commença-t-il. « Ce que j'ai fait cette nuit-là est impardonnable. Je me suis enfui par lâcheté, peur et égoïsme. Le centre L'Aurore est né de la culpabilité, oui, mais il est devenu quelque chose de plus grand que ma propre rédemption. » Ses yeux croisèrent ceux de Sophie. « Je demande seulement que le centre ne soit pas puni pour mes erreurs. Ces gens, ces familles,
il ne mérite pas de perdre ce soutien à cause de mon péché. Dehors, la communauté du Centre L'Aurore tenait une veillée. Des personnes en fauteuil roulant, des enfants de la garderie avec leurs parents, des participants âgés au programme de santé, tous unis dans l'espoir de la survie du centre. À la maison, Sophie trouva le dessin de sa fille. Chloé avait dessiné la chorale, laissant un espace vide là où elle se tenait. Zoé dessinait la salle d'audience, mais d'une perspective unique. Tous les adultes dans des tons de gris, seuls les enfants dans des couleurs vives. « Maman, demanda doucement Zoé, pourquoi les bonnes personnes font-elles parfois de mauvaises choses ?» Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment pouvait-elle expliquer la complexité du cœur humain à une enfant ? « Parfois, répondit-elle prudemment, les gens ont à la fois du bon et du mauvais en eux. Ce qui compte, c'est ce qu'ils choisissent d'en faire. » Le procès dura des jours. Les médias spéculaient sur l'issue. La communauté débattait de l'avenir du centre. Et deux petites filles tentaient de donner un sens à la façon dont leur monde était devenu si compliqué, si rapidement. « Le jury a rendu son verdict », annonça enfin le juge. Sophie retint son souffle. Antoine se redressa sur son siège. Au fond de la salle d'audience, Nathalie serrait l'un des dessins de Zoé, une représentation du Centre L'Aurore, sous un ciel mi-orageux, mi-ensoleillé. Le verdict équilibra la justice et la miséricorde. Antoine fut reconnu coupable, mais sa peine tint compte à la fois de la gravité de son crime et de ses actes de restitution ultérieurs. Le Centre L'Aurore resterait ouvert, transféré à une fondation indépendante, assurant sa continuité. « Ce n'est pas une fin heureuse », expliqua Sophie aux jumelles cette nuit-là, mais c'est peut-être un nouveau départ. Chloé serra l'uniforme de la chorale qu'elle n'avait pas porté depuis des semaines. Zoé prit son carnet de croquis, tournant une page blanche. « Je peux dessiner notre histoire ?» demanda-t-elle timidement. Sophie hocha la tête, regardant sa fille commencer à tracer des lignes, non plus en noir et blanc, mais dans toutes les nuances complexes de la réalité qu'elles apprenaient à accepter. 3 mois après le procès, Antoine Moreau commença ses travaux d'intérêt général, ordonnés par le tribunal au Centre L'Aurore. Non plus comme le puissant fondateur ou le mystérieux Monsieur Jean, mais comme un homme purgeant sa peine dans un gilet de maintenance orange. Ses matinées étaient consacrées au nettoyage, à la réparation et à l'entretien de l'établissement qu'il avait construit. La nouvelle administration du centre, dirigée par Nathalie et un conseil d'administration indépendant, introduisit des changements importants. Une signalisation transparente détaillait les origines de l'institution, transformant son histoire controversée en une leçon sur la rédemption et les secondes chances. Un matin particulièrement chargé, Sophie entra dans le centre pour la première fois depuis le procès. Chloé et Zoé marchaient à ses côtés, tenant des sacs de matériel pour leurs activités. « Tu es sûre, maman ?» demanda Chloé, sa voix un mélange d'anxiété et d'espoir. Sophie prit une profonde inspiration, observant l'agitation autour d'elle. « Oui, ma chérie, cet endroit n'appartient pas à une seule personne. Il nous appartient à tous. » Dans le jardin, Antoine taillait des buissons quand il les vit arriver. Son premier réflexe fut de se cacher, mais les mots de son thérapeute résonnèrent dans son esprit. S'enfuir n'est plus une option. Les jumelles le remarquèrent en premier. Chloé serra la main de Zoé, qui attrapa instinctivement son carnet de croquis, sa couverture de sécurité pendant les moments d'émotion. « Monsieur Moreau » le salua formellement Sophie, sa voix contrôlée. « Madame Martin » répondit-il en enlevant ses gants de jardinage. « Bienvenue. » Le moment aurait pu être tendu, mais Chloé, avec sa capacité unique à briser les barrières, fit un pas en avant. « Tu t'occupes des fleurs que Zoé et moi avons plantées. » Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, elles ont beaucoup poussé depuis votre départ. » Zoé ouvrit tranquillement son carnet de croquis, lui montrant un dessin récent. Le Centre L'Aurore, renaissant après une tempête, avec de petites fleurs qui s'épanouissaient dans tout le jardin. La journée se déroula avec une normalité surprenante. Sophie reprit ses séances de kinésithérapie, cette fois avec de nouveaux objectifs.
Chloé rejoignit la chorale, sa voix se joignant à nouveau à celle des autres enfants. Zoé retourna dans sa salle d'art, remettant lentement de la couleur dans ses dessins. Antoine garda une distance respectueuse, mais sa présence se fit sentir de manière subtile. Une balançoire réparée, une meilleure rampe d'accès, des fleurs fraîches à la réception. « Il essaie vraiment », dit Madame Dubois à Sophie pendant une séance. Pas pour la publicité ou l'image, mais dans les détails de tous les jours. Sophie regarda par la fenêtre Antoine enseigner à un groupe de bénévoles comment s'occuper des jardins thérapeutiques. « Les gens peuvent changer, dit-elle pensivement, quand ils choisissent d'affronter leurs actions, au lieu de les fuir. » Les jumelles traitaient également la situation à leur manière. Chloé écrivit une chanson sur le pardon pour le Festival des talents du Centre, ses paroles innocentes, mais profondément émouvantes. Zoé créa une série de dessins montrant la transformation du centre, du chaos initial à l'harmonie actuelle. « Maman, demanda Zoé un soir, pourquoi certaines personnes doivent-elles être blessées avant d'apprendre à faire le bien ?» Sophie réfléchit à la question de sa fille observatrice. « Parfois, ma chérie, les gens ne réalisent l'impact de leurs actions que lorsqu'ils font face aux conséquences. » Un après-midi pluvieux, un petit accident força une rencontre inattendue dans le jardin. Chloé glissa dans la boue et Antoine fut le premier à l'atteindre. Un instant, tout le monde se figea. Antoine hésitant à toucher la fille, Sophie se tendant dans son fauteuil, Zoé observant intensément. « Ça va ?» brisa le silence Chloé en acceptant la main tendue d'Antoine. « Parfois on tombe, mais ce qui compte, c'est de se relever, n'est-ce pas ?» La simple sagesse d'un enfant fit monter les larmes aux yeux des adultes. Le centre L'Aurore continua de croître. De nouveaux programmes furent introduits, toujours avec une transparence totale sur sa gestion et son financement. Antoine, même après avoir rempli ses heures de travaux d'intérêt général requises, continua à donner de son temps. « Pourquoi viens-tu encore ?» demanda un jour Zoé, le trouvant en train de réparer un banc dans le jardin. « Parce que certaines choses cassées ont besoin de plus que de l'argent pour être réparées, » répondit-il honnêtement. « Elles ont besoin de temps, de dévouement et d'efforts constants. » La communauté commença à remarquer les changements. L'homme qui se cachait autrefois derrière le pouvoir et la richesse travaillait maintenant côte à côte avec d'autres bénévoles, partageant ses connaissances, écoutant des histoires, ayant un impact direct et personnel. Sophie, voyant sa transformation, sentit sa propre guérison progresser. Ces séances de kinésithérapie montrèrent des améliorations significatives, motivées par une détermination renouvelée. « Il ne s'agit pas de pardonner et d'oublier, » expliqua-t-elle à ses filles. « Il s'agit de ne pas laisser le passé nous empêcher d'avancer. » Un matin spécial, le centre organisa une cérémonie de plantation dans le jardin. Chaque personne présente, patient, personnel, bénévole, planta un jeune plant, symbolisant la croissance et l'espoir. Chloé choisit un tournesol parce qu'il cherche toujours la lumière, expliqua-t-elle. Zoé planta de la lavande pour apporter le calme dans les jours difficiles. Sophie choisit une plante grimpante résiliente qui grandirait soutenue par la structure du centre. Antoine, travaillant tranquillement dans un coin du jardin, planta des roses. « Elles ont des épines », dit-il à Zoé quand elle s'approcha pour regarder, pour nous rappeler que la beauté et la douleur poussent parfois ensemble. La journée se termina par une représentation de la chorale où Chloé chanta sa nouvelle chanson sur le pardon. Au premier rang, Sophie écoutait les larmes aux yeux, tandis que Zoé dessinait la scène, un portrait de la communauté unie, chaque visage unique, chaque histoire individuelle, tous faisant partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. « Le centre est plus fort maintenant », commenta Nathalie à Sophie, plus authentique. Sophie hocha la tête, regardant ses filles interagir avec d'autres enfants, leur rire résonnant dans un endroit qu'elles avaient choisi de ne pas abandonner. Dans le jardin, Antoine continua son travail silencieux, plantant des graines de changement, une petite action à la fois. Parfois, réfléchit Sophie, le chemin de la rédemption n'est pas une autoroute. C'est une série de petits pas dans la bonne direction. Zoé captura ce moment dans son dessin final. Le centre L'Aurore,
non plus divisés entre lumière et obscurité, mais baignés dans les couleurs de l'aube, avec de petites silhouettes, travaillant ensemble pour construire quelque chose de nouveau sur les fondations du passé. Le centre L'Aurore bourdonnait d'activité en ce matin de printemps. Des bannières colorées annonçaient le 2e festival annuel des arts et de l'inclusion de la communauté, tandis que les bénévoles s'affairaient aux derniers préparatifs. Sur la scène principale, Chloé Martin, 8 ans, dirigeait la chorale des enfants lors d'une dernière répétition, sa confiance naturelle évidente dans chaque geste. Chanter plus fort sur le 2e couplet. Dirigeait-elle les autres enfants, son enthousiasme désormais canalisé en un leadership naturel. À proximité, dans le jardin thérapeutique, Zoé organisait une exposition d'art présentant des dessins réalisés par les patients du centre. Ses propres œuvres, maintenant plus matures et complexes, dépeignaient la transformation du centre, vue à travers les yeux d'une enfant grandissant à ses côtés. Sophie Martin traversa le hall principal dans son fauteuil roulant motorisé, saluant le personnel et les participants. En tant que coordinatrice de plusieurs programmes du centre, elle connaissait chaque visage et chaque histoire. Après 2 ans de kinésithérapie intensive, elle avait retrouvé une partie importante de ses mouvements de jambes. 3 fois par semaine, elle poursuivait ses séances, désormais plus d'entretien que de rééducation. « Sophie !» appela Nathalie en s'approchant avec un presse-papier. « Les représentants de Lyon sont arrivés. Ils veulent en savoir plus sur notre programme de rééducation pour pouvoir mettre en place quelque chose de similaire là-bas. » Antoine Moreau, qui taillait des roses dans le jardin, une tâche qu'il continuait même après la fin de ses travaux d'intérêt général, leva les yeux en entendant la nouvelle. Son visage, plus âgé mais plus paisible, montrait une satisfaction tranquille. Le modèle du centre L'Aurore s'étendait, comme il l'avait espéré. « Maman !» accourut Chloé. « Je peux leur montrer notre présentation spéciale? Celle sur la transformation ?» Sophie sourit, lissant les cheveux rebelles de sa fille. « Bien sûr, ma chérie, mais laissons-les d'abord voir les bases du centre. Je peux montrer mon exposition d'art après ?» demanda doucement Zoé, serrant son carnet de croquis toujours présent. J'ai fait une nouvelle série sur la façon dont le centre a changé la vie des gens. Les jumelles s'étaient épanouies au cours des 2 dernières années. Chloé, avec son énergie débordante, était devenue une petite ambassadrice du centre, toujours prête à guider les visiteurs et à partager des histoires de dépassement de soi. Zoé, bien que plus introvertie, documentait tout à travers son art, capturant des nuances que la plupart des adultes manquaient. Dans la salle de réunion, Sophie présenta les résultats du centre aux visiteurs de Lyon. Des graphiques affichaient l'impact communautaire, des centaines de personnes rééduquées, des dizaines d'enfants ayant des besoins spéciaux soutenus, d'innombrables familles renforcées. Le secret, expliqua-t-elle, c'est que nous ne sommes pas seulement un centre de rééducation. Nous sommes une communauté de guérison, physique, émotionnelle et sociale. Antoine, observant discrètement depuis le seuil de la porte, sentit son cœur se serrer. Le chemin avait été long depuis cette nuit fatidique de l'accident. Le centre, né de sa culpabilité, était devenu quelque chose de beaucoup plus grand que sa rédemption personnelle. Pendant le festival, la véritable magie du centre L'Aurore était exposée. Sur scène, Chloé dirigeait la chorale dans une performance émouvante sur les secondes chances et les nouveaux départs. Sur les murs, les dessins de Zoé racontaient des histoires de transformation, y compris un portrait particulièrement touchant de sa mère à différents stades de sa convalescence. « C'est encore difficile parfois », confia Sophie à Nathalie en regardant ses filles. « Mais voir comment elles ont grandi, comment elles ont transformé la douleur en compassion, ça vaut tout l'or du monde. » En fin d'après-midi, lors de la cérémonie de clôture, quelque chose d'inattendu se produisit. Chloé invita Antoine sur scène, la première fois qu'elle l'incluait publiquement dans une performance. Cette chanson, annonça-t-elle dans le microphone, parle d'apprendre que les gens peuvent changer et que faire le bien est quelque chose que nous devons pratiquer tous les jours. Zoé rejoignit sa sœur, brandissant son nouveau dessin. Le centre L'Aurore, vu d'en haut, avec de minuscules points de lumière se propageant vers d'autres villes, comme des étoiles, formant de nouvelles constellations.
Antoine, submergé par l'émotion, écouta la chanson de Chloé en admirant le dessin de Zoé. Sophie, dans son fauteuil roulant, sentit des larmes couler sur ses joues. Le public, dont beaucoup connaissèrent l'histoire complète du centre, applaudit avec enthousiasme. Le centre L'Aurore ne concerne plus une seule personne ou une seule histoire, dit Sophie dans le microphone lorsque la chanson se termina. Il s'agit de la façon dont nous pouvons transformer nos expériences les plus difficiles en force pour aider les autres. Après l'événement, dans le jardin thérapeutique, les jumelles jouaient parmi les fleurs qu'elles avaient aidé à planter. Chloé fredonnait sa nouvelle chanson, tandis que Zoé ajoutait les dernières touches à un autre de ses croquis. « Tu penses qu'on a réussi ?» demanda Antoine à Sophie, tous deux regardant les filles. « À transformer quelque chose de si terrible en quelque chose de bien ?» Sophie réfléchit un instant, ajustant sa position dans son fauteuil. « Je pense que nous avons appris que la vie ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de ce que nous choisissons de faire, de notre présent. » À l'horizon, le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de couleurs tout droit sorties des dessins de Zoé. Le centre L'Aurore brillait comme un phare d'espoir dans la ville, ses programmes étant désormais reproduits ailleurs, ses histoires inspirant d'autres à transformer leur propre tragédie en force pour les autres. Chloé et Zoé, grandissant au milieu de cette réalité de triomphe et de service, étaient devenus des symboles vivants de la façon dont l'amour peut s'épanouir, même dans le sol, le plus improbable. Leur rire dans le jardin prouvait que parfois, les plus grandes leçons de compassion viennent à travers les yeux des enfants. « Le prochain centre ouvre à Lyon le mois prochain, » dit doucement Antoine. « Ils veulent que tu sois là pour former l'équipe. » Sophie sourit, regardant ses filles. « Nous irons tous. » Chloé prévoit déjà d'enseigner à leur chorale et Zoé veut créer une exposition reliant les deux villes. La journée se termina comme tant d'autres au centre L'Aurore, avec de petits actes de gentillesse, des sourires reconnaissants et la certitude que même dans les histoires les plus difficiles, il y a toujours de la place pour un nouveau départ. Dans le dernier dessin de la journée de Zoé, le centre L'Aurore n'était plus seulement un bâtiment. C'était un cœur battant au centre de la ville, envoyant des ondes d'espoir partout où les gens avaient besoin de guérison.